Bonjour à tous, bienvenue à cette session sur l'analyse de malware. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier François Tonic et l'équipe de Programmer, qui m'ont donné l'opportunité d'écrire déjà mon premier article paru dans un magazine, donc sur l'analyse de malware, sur le dernier Programmer hors série 100% sécurité qui est sorti en octobre, et qui m'ont également donné l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui pour partager cette session. Donc juste pour que vous puissiez savoir qui vous avez en face de vous, je vais me présenter. Donc je m'appelle Natacha Bakir. J'ai un background peut-être un peu particulier puisque j'ai été du côté sales pendant 10 ans. Je vendais des IPBX, des standards IP. Puis je suis retournée à l'école plusieurs fois pour me reconvertir. Et puis j'ai commencé comme Linux administrator. Ensuite j'ai bifurqué en Voice et Data Network Security. J'ai rejoint par la suite une société de cyberdéfense où j'ai eu l'opportunité de travailler avec un militaire cyberdéfense, donc de pouvoir connaître un petit peu les pratiques de ce monde-ci. J'ai travaillé également en gouvernance en tant que local CISO et en R&D industriel cybersécurité R&D, où j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la chance même, de travailler sur un projet de R&D pour optimiser la sécurité des centrales nucléaires d'un côté IT et OT. Donc tout simplement contre des très méchants malwares. Donc ça a été mon premier pied vraiment dans le monde des malwares. Ensuite, j'ai rejoint HP. J'ai construit et maintenu le lab IMIA cybersécurité d'HP, donc qui est localisé à Genève en Suisse. Donc un lab dans lequel on faisait toute la partie offensive en testant donc des attaques avec plusieurs vecteurs d'attaque, et on faisait également la partie classique malware analysis. Aujourd'hui, je suis SOC Team Lead chez Centaurus. Alors, je suis SOC Team Lead chez Centaurus, mais vraiment, tout mon temps, je le passe à l'analyse de malware. J'ai de la chance d'avoir une super équipe qui est autonome, et j'ai de la chance d'avoir le soutien de mon entreprise pour faire ce qui me passionne. Je suis également, comme vous pouvez le voir, membre du CEF6. Donc, le CEF6, c'est une association, c'est le Cercle des femmes en cybersécurité, qui permet de mettre en valeur et de professionnaliser les compétences des femmes, d'organiser, ça peut être même un accompagnement. Il y a par exemple du mentorat, donc ça c'est hyper intéressant. Ça permet donc aux personnes d'y voir un petit peu plus clair et de prendre la bonne route, de construire la roadmap et de profiter de l'expérience de gens qui sont déjà sur le marché et sur le domaine qui les intéresse. Le CEF6 organise également des événements, des conférences, etc. C'est une très chouette association. C'est une association d'ailleurs qui m'a permis de me former, là encore en analyse de malware. On va en parler par la suite. Donc concernant l'article que j'ai écrit dans Programmer, c'est un article assez technique. C'est un article sur l'Event Logic Based Malware, donc la programmation événementielle et une technique d'évasion. Aujourd'hui, on va partir sur quelque chose de beaucoup plus simple. On va partir sur un malware classique, donc la programmation linéaire, pour vous donner des billes sur la méthodologie, vous donner à tous la possibilité aussi de vous y mettre, puisque à la fin de cette session, je vais vous donner un challenge, que vous serez libre ou pas de faire, mais on est d'accord, enfin, je sais pas vous, mais moi, personnellement, les PDF ou les PowerPoint, c'est pas ce qui me passionne. Je préfère mettre les mains dans le cambouis. Donc, vous ferez le challenge, et puis je vous présenterai, enfin, si vous le souhaitez, et je vous présenterai également les formations qui m'ont permis de rejoindre ce monde d'analyse de malware. C'est une question qu'on me pose souvent sur LinkedIn, donc j'imagine que ça peut vous intéresser aussi. Donc, je vous présenterai notamment les formations que j'ai faites, et je vous présenterai et je vous donnerai également un code promo, puisque pour cette session DEFCON, on m'a donné un code promo donc de 25% de réduction, ce qui est pas mal, sur 3 des formations que j'ai faites et que vous pourrez faire si elles vous intéressent. Alors on va commencer par un petit point méthodologique, tout simplement un petit point méthodo pour que vous donniez des billes en fait pour utiliser tout ce qu'on va voir ensemble et pouvoir le mettre en pratique. Donc tout simplement on va voir comment on fait une analyse de malware. Donc dans l'analyse de malware on a 3 étapes. Donc la première étape c'est l'analyse de surface. Donc l'analyse de surface c'est d'aller chercher en fait les informations essentielles, les informations qu'on a en overview en fait du fichier qu'on analyse. Donc ça peut être par exemple les hashes, tout simplement pour les identifier. Ça peut être la taille du malware, ça peut être le nom du malware, ça peut être des informations relatives à la cryptographie, l'entropie, l'import, les exports, les strings, etc. Donc c'est notre analyse de surface, ça nous permet déjà d'avoir un œil d'avoir une idée sur est-ce que le fichier est malicieux ou pas.
Ensuite, on va passer donc sur l'analyse statique. Donc c'est une analyse qui est plus en profondeur. Personnellement, c'est la partie que je préfère. Donc en analyse statique, en fait, on va tout simplement utiliser un désassembleur et on va aller euh, rechercher des informations de type fonction. Est-ce qu'on a on va pouvoir trouver par exemple une adresse de site ou serveur, des ports, des informations relatives à la crypto. Est-ce que c'est un algorithme connu, un homebrew, on va trouver tout ça. On peut même être à même de trouver des clés ou ce genre de choses. Ensuite, on regardera donc l'analyse dynamique, on passera en analyse dynamique, donc cette troisième étape, donc qui consiste tout simplement à utiliser un debugger, à aller mettre nos breakpoints, à faire tourner en fait tout simplement notre malware dans un environnement sécurisé, hein, donc une VM étanche évidemment, puisque le malware on va le lancer pour de vrai, et on va le faire arrêter à certaines étapes avec le breakpoint et regarder donc en direct ce qui se passe. Cette partie d'analyse dynamique elle va nous permettre de vérifier nos findings de static analysis et peut-être même de les compléter. Alors personnellement, c'est pas du tout la partie que je préfère. Je trouve que de faire plus de choses en analyse de statique, c'est plus intéressant parce que les malwares sont de plus en plus intelligents, on va dire. C'est du self-defense malware et il aime bien essayer de nous envoyer, ils aiment bien maintenant essayer de nous envoyer dans la mauvaise direction. Donc, personnellement, je trouve que je perds un petit peu de temps en analyse dynamique, donc je préfère essayer de faire plus de choses en analyse statique. C'est pour ça qu'on finira par un petit bonus sur l'analyse de malware avancée et tout ce qui est script Python, justement, pour déobfusquer certains blocs d'assembleurs et nous permettre d'aller trouver les informations directement sans forcément passer par de l'analyse. Donc on va commencer notre analyse de surface, la surface analysis. On va tout simplement aller voir ce fichier, est-ce qu'il est suspicieux, est-ce qu'il n'est pas, quelles informations on peut trouver, donc les informations essentielles donc évoquées précédemment. Puis en fait tout simplement faire nos recherches et mettre nos findings dans notre rapport. On commence donc par désactiver la SLR pour que, peu importe le niveau d'analyse dans lequel on soit, qu'on soit en statique avec le désassembleur ou en dynamique par exemple avec le debugger, le fichier se charge à la même adresse et qu'on puisse donc retrouver nos petits quand on a besoin de basculer de l'un à l'autre. Ensuite, évidemment, on mettra tous nos findings dans le rapport. Donc on va commencer notre analyse en désactivant la SLR, tout simplement pour que, quel que soit le logiciel qu'on utilise, le programme se charge au même endroit et qu'on puisse retrouver nos petits. Ça prend simplement quelques secondes, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va continuer par un petit logiciel qui s'appelle Detect Easy, donc qui permet de voir des informations essentielles comme le compiler, qui peut permettre aussi de voir directement le packer, le type de fichier. Donc là, on voit que c'est un PE32. Et on va retrouver des informations essentielles. Donc, on va découvrir ensemble. Donc là, on peut voir, par exemple, on peut aller voir, par exemple, s'il y a des imports. Ça reste des informations très importantes. On va pouvoir voir d'autres informations, par exemple, comme le hash. Donc là, on va retrouver les hashes donc, des fichiers. Toutes ces informations ensuite qu'on reportera donc dans notre rapport. On va regarder les strings. Les strings, ça peut tout de suite nous donner des informations importantes. Ça peut paraître tout bête, mais c'est tout de suite, ça peut nous donner un ordre d'idée de quel type de fichier c'est. On va regarder l'entropie. Donc un fichier qui a beaucoup d'entropie, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui sont chiffrées, plus d'entropie, plus c'est suspicieux. On va regarder aussi, on peut voir également, par exemple, les signatures. Et puis, on va voir d'autres logiciels. Donc là, on voit un ex-éditeur, donc c'est 010. C'est un éditeur que j'aime beaucoup. On a revu donc là nos 4D5A, donc notre Magic, donc le fichier exe. On peut avoir là encore une overview du fichier, voir s'il y a beaucoup de zones qui sont chiffrées, ce genre de choses. On va pouvoir trouver des informations aussi essentielles, tout simplement en faisant des recherches par mots-clés. Donc, par exemple, on peut voir directement si ce fichier contient d'autres fichiers. Qu'est-ce qu'il embarque d'autres fichiers? Donc, on fait une recherche, par exemple, comme MZ, le Magic de Microsoft, donc l'exé. Donc là, on voit qu'il y a 4 MZ. Donc, ça peut déjà nous donner une information, ça peut paraître suspicieux. On peut également aussi trouver d'autres informations. Par exemple, on va regarder le trafic réseau. C'est tout bête, mais parfois, on peut trouver directement l'adresse d'un site ou serveur, comme ça. Donc, on peut faire une recherche en HTTP ou en HTTPS. Ensuite, on va aller encore un petit peu plus loin avec un autre logiciel, donc logiciel qui existe aussi en version gratuite, donc Studio. Donc, on revoit dans les first bytes notre Magic, le MZ, les hash, le type de fichier, les certificats. On a donc directement dans les indicators des informations qui peuvent être intéressantes. Par exemple, est-ce qu'on a des
des choses qui sont blacklistées directement par le logiciel, des choses suspicieuses. Donc là, on peut voir que c'est un malware, par exemple, russe. Donc ça aussi, ce sont des informations qui sont importantes. Dans les sections, on peut aussi avoir des choses importantes. Il y a des sections qui sont custom, bon, bah, ça peut être aussi suspicieux. On peut voir les imports. Donc là, on voit qu'il y a déjà des imports qui sont blacklistés. On voit donc directement les API. Alors ça, c'est très très intéressant. Alors au début, quand on commence, on ne sait pas trop, mais après, il y en a qui sont parlantes, hein. Donc là, on voit que ce sont des informations sur les clés de registre. On peut voir aussi s'il y a du self-défense directement. Qu'est-ce qu'on a là, par exemple? Là, on a du create file, du get file, du get current process. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. On a is debugger présente. Donc on parlait du self-defense malware. Donc on voit là directement que c'est suspicieux. On a des ressources. Donc voilà, on voit que le fichier contient d'autres fichiers. Donc ça aussi, ça peut paraître suspicieux. On peut voir directement les strings. Donc les strings, ça nous donne des informations qui sont assez claires. Là, on voit qu'il y en a quand même pas mal qui sont blacklistées. On retrouve par exemple des get environment string, des crypt acquire context. Donc là, tout ce qui concerne un petit peu, ça concerne un petit peu la crypto. Donc ça peut être encore intéressant. On retrouve plus bas nos is processor feature présente, is debugger présente. Donc tout ça, c'est des informations importantes. Donc je vous invite à essayer tous ces logiciels. Je vous ai laissé mon bureau volontairement, comme ça. C'est mon vrai bureau, la machine que j'utilise tous les jours. Comme ça, vous pouvez voir directement les logiciels que j'utilise. Il y en a d'autres, évidemment, mais ça vous permettra quand même de vous donner une petite idée de ce que j'utilise et puis d'aller voir après par vous-même, essayer. Donc les logiciels, ils sont soit gratuits, soit ils sont une version démo gratuite. Donc ça vaut le coup. Alors, ce que je vous conseille lors de votre analyse, c'est tout simplement de documenter vos recherches. Donc là, vous avez un screenshot de mon wiki personnel où je note un petit peu des informations qui peuvent être essentielles. On voit par exemple que si on voit telle et telle API, donc on prend le premier cas par exemple le hooking, on voit que s'il y a un open process, un virtual alloc, un write process memory, un get module handle, un get profile address et un create remote thread, ce sont les API appelées pour faire du hooking. Donc on voit la même chose pour les injections, pour le keylogger, etc. Ça aide à avoir des automatismes et à trouver directement des choses intéressantes. Ensuite, donc, on met les findings dans notre rapport. Donc, je vous ai mis un petit exemple. Évidemment, vous pouvez en tenir compte et puis vous pouvez rajouter des lignes. Donc, je vous ai mis juste ces informations à titre d'exemple. Donc, les informations de base, name, pass, MDH, SHA-1, file type, URL, les tasks qu'on peut trouver, les DLL, les registres requis, les process. Puis après, il y a peut-être plein de choses. Par exemple, on peut rajouter une catégorie crypto, ce genre de choses. Donc là, ce sera à vous de mettre vos findings dans votre rapport. Donc maintenant, on va commencer l'analyse statique. Donc on va analyser ensemble une fonction. Vous pouvez utiliser pour ça donc le désassembleur de votre choix, soit Guidera, donc qui est un désassembleur gratuit, soit IdaPro, qui est un désassembleur payant, mais vous pouvez utiliser la version démo de IdaPro, qui est une démo gratuite. Alors on ne peut pas enregistrer avec la version de démo. Par contre, comme vous allez faire ça dans une VM, vous faites un snapshot et puis ça vous permet d'enregistrer votre progression tout simplement. Donc on commence la static analysis en ouvrant notre désassembleur préféré, donc pour moi IdaPro. On garde la cheat sheet qu'on trouve facilement sur internet. Personnellement, je préfère celle qui m'a été transmise par Kaspersky lors de ma formation Reverse APT, REMA. Je trouve qu'elle est beaucoup plus pratique. Il y a tous les raccourcis que j'utilise au quotidien dedans quasiment. Après, à chacun sa manière de travailler évidemment. Donc concernant le logiciel IdaPro, on voit par exemple que tout en haut il y a une ligne de couleur. Cette ligne de couleur, elle nous indique en fait quel type de code c'est. Parce que nous, ce qu'on va analyser, c'est le code custom. Le code système de base, on ne va pas perdre notre temps à le désassembler. Donc CTRL E pour aller donc sur l'entry point. C'est juste des petits réflexes que je vous donne, hein, parce qu'au début, on ne sait pas trop par où commencer. Donc on peut commencer par l'entry point. On peut aussi jeter un œil à gauche sur les fonctions. Et puis, par exemple, faire directement des recherches en main. C'est important de regarder les fonctions. Par exemple, on peut voir directement dans les fonctions parfois un démon de remote access, et puis là, on peut se douter qu'il y a une backdoor. Donc là, je regarde la fonction main. Je vois donc le premier call. Si je ne sais pas un call ce qu'il veut dire, je vais tout simplement aller voir dans MSDN. Par exemple, on a une chaîne de caractères qui est utilisée dans string copy A. Donc on peut aller voir directement sur MSDN ce que c'est, même si on a déjà des informations en haut de la fonction. Et puis en fait, sur MSDN, on va y voir plus clair. On va voir par exemple les arguments. Là, on voit donc qu'il y a plusieurs arguments.
la length, le string 1, string 2. On peut voir aussi dans les retours, return value, ce que ça veut dire. Donc si on a une value, telle value, on sait que ça veut dire ça, par exemple. Donc on va suivre un petit peu notre mail pour voir un petit peu ce que fait le malware, puisque c'est un malware qui paraît à première vue donc linéaire, programmation linéaire. Donc on va aller voir qu'est-ce que fait donc on va regarder. On voit, donc on suit le call, on voit qu'il y a un call par exemple custom avec le 41, etc. On le suit, on voit qu'il y a un autre call custom, donc 29.8a, on va aller voir ce que c'est. On peut aussi passer en mode graphique pour y voir un petit peu plus clair. Ça permet par exemple de voir les boucles. Quand il y a une boucle, il y a peut-être chiffrement par exemple. Donc on a qu'il y a des valeurs qui reviennent, donc là avec les 100 H en hexadécimal, avec un petit F5 on affiche le pseudocode, et là la boucle 256, en général c'est assez clair, c'est du RC4. RC4 qui est utilisé fréquemment par les malwares pour sa vitesse d'exécution. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on a vu on est tombé sur un call intéressant. Donc ce qu'on peut faire, c'est renommer notre fonction en decrypt RC4 par exemple. C'est juste un exemple, évidemment. Chacun fait comme il veut. Donc un petit clic droit rename, ou alors pour le raccourci, on prend l'habitude d'aller voir directement sur la cheat sheet. Une autre petite chose que je fais régulièrement pour faciliter mon repérage dans l'analyse, c'est que je change les couleurs. Donc là, je rename, ensuite on va ensemble changer la couleur. Ça me permet par exemple, quand je retombe sur la fonction, de savoir sur quelle fonction je suis retombé et de ne pas perdre mon temps à analyser 2 fois la même fonction par exemple. Donc vous choisissez le code couleur qui va bien. Chaque fonction importante, personnellement, je lui donne une couleur. Là encore, on est dans les tips perso. Sûrement qu'il y a d'autres personnes qui travaillent d'une autre manière. Ces couleurs-là, vous les retrouverez quand on passera en mode texte, même si là on est en mode graphique. Donc on va retourner en mode texte justement. Donc vous voyez, on retrouve les couleurs, la fonction, on va retrouver notre fonction qui s'appelle RC4 puisqu'on l'a renommée. Donc voilà, exactement. Moi je laisse toujours l'adresse de départ, je trouve ça plus simple, mais après chacun fait comme il veut, beaucoup ne font pas comme ça. J'utilise aussi pour une meilleure visibilité des breakpoints. Si c'est un vrai breakpoint que je vais réutiliser après dans mon analyse dynamique, je le laisse en rouge en général. Quand je le mets en vert comme je suis en train de faire là, donc en le désactivant, c'est juste pour avoir une meilleure visibilité. Tout simplement faciliter la lecture. Donc maintenant, on va essayer de comprendre donc, cette fonction. On a le setThreadExecutionState, première chose, premier call. Si on ne sait pas ce que c'est, on va voir dans MSDN. Et puis on va remplir notre fonction. Le lstringCopy avec la chaîne de caractères, il a quand même l'air intéressant. Donc on voit là le 15 H en hexadécimal, qui donne 21 en décimal. On a vu donc qu'il y avait une max length et 2 strings. C'est très très intéressant, puisqu'on a vu que c'était du RC4, ça pourrait être très bien par exemple une clé. Donc là, par exemple, ce qui semblerait logique, c'est que les 20 premiers caractères de cette chaîne de caractères représentent la clé. Donc là, on a fait nos recherches, on a maintenant notre fonction. La setThreadExecutionState, en faisant notre recherche sur MSDN, on voit que ça empêche le slip de système. On voit ensuite qu'il y a d'autres calls, comme par exemple le getModuleFileName, donc qui porte bien son nom, et il y a 3 arguments, et il va chercher en fait en stack EBX, EBP, puis ESI, donc il va chercher le chemin absolu de malware. On le voit, j'ai donc commenté toutes les lignes. Moi, je raconte ma vie dans mon analyse. Donc, on voit là, en fait, au 411b34, que quand tu calls EDI, tu calls l'adresse qu'il y a dans EDI, et que donc c'est get environnement variable. On continue donc tout simplement de manière linéaire. Quand on a un doute, c'est pareil, on met un petit breakpoint, et puis on va en assembleur, et on voit dans le debugger, et là, par exemple, au 411b49, j'ai mis un breakpoint pour aller voir la valeur directement qu'il y avait dans la pile. On descend, donc on retrouve nos string copy A, donc avec 3 arguments, string 1 dans un X, argument 2, donc la clé, et l'argument 3, la taille de la clé. On voit que donc ce call, il est appelé dans 411b5d pour aller déchiffrer le HUNC 41b390. Donc à partir de 413b90, on prend les 34 premiers caractères de ce bloc qu'on déchiffre avec RC4. Et là, on va répéter
le déchiffrement, on le voit, il est lancé 40B6A juste en dessous. On va répéter l'opération. On voit par exemple que 411B71, on va avoir ce même call qui va déchiffrer donc un autre bloc, d'une autre size évidemment, avec la même clé. Maintenant qu'on a donc étudié cette première fonction en analyse statique, eh bien on va aller faire notre analyse dynamique, donc avec notre debugger. Donc j'utilise moi X32DBG ou X64DBG selon l'architecture. Donc vous avez aussi un module intéressant qui s'appelle Scylla. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement qu'on va lancer notre malware dans une VM qui est étanche, et on va mettre nos breakpoints, on va regarder ce qui se passe petit à petit en live. Donc pour commencer notre analyse dynamique, on va lancer X32DBG, puisqu'on a vu que c'était un PE32. On voit donc la liste des breakpoints. On va retrouver donc nos petits, 411B2F comme tout à l'heure, 411B4F. Donc là, c'est là où on avait mis notre breakpoint, on l'a rajouté donc au même endroit. Et puis on va donc avancer petit à petit en faisant des petits F9 par exemple, pour avancer pas à pas d'un breakpoint à un autre, ou d'une fonction à un autre, enfin d'un call à un autre. Et là on voit que on a vu apparaître donc nos différents API qu'on a déjà vus, nos différents calls, et puis là on retrouve notre chaîne de caractères, donc notre 20 premiers caractères de la chaîne de caractères initiale, donc notre clé, tout simplement, et puis on continue donc petit à petit, et on voit qu'il y a des choses qui arrivent. Les choses, elles arrivent pourquoi ? Tout simplement puisqu'on a des blocs qui se sont déchiffrés, et on a donc des choses qui paraissent plutôt claires, qui s'affichent. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'explorer donc le malware pas à pas, encore une fois dans une VM qui est étanche pour éviter de faire une bêtise et puis de chiffrer son PC dans le cas d'un ransomware, ou si c'est le cas d'un Weeper, d'effacer ses disques. Donc là on voit qu'il y a des choses intéressantes. On a vu par exemple qu'il y avait un fichier how-to-backfile HTML. Donc qu'est-ce que ça peut être un how-to-backfile HTML ? On peut aller voir donc un petit peu plus en détail, mais en tout cas là il y a un fichier qui est intéressant, qui s'est affiché. Donc on peut regarder donc directement les valeurs dans nos registres. Là c'est très très intéressant, donc le debugger pour ça. Donc alors, comme mentionné précédemment, c'est vrai que je préfère l'analyse statique, mais quand on commence et qu'on est un peu perdu en statique, ça sauve un petit peu quand même le debugger. Et puis ça peut évidemment compléter. Donc ce que je fais, c'est que je vais rechercher un petit peu des informations sur ce fichier. Par exemple, ce fichier, il s'est créé, on a vu qu'il y avait un how-to-backfile HTML. Alors, j'ai vu tout à l'heure, je l'ai reperdu, mais il y avait un create file. Donc c'est un fichier pour moi qui s'est créé. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir, par exemple, où il s'est créé, tout simplement. Donc là, vraiment, on est en exploration. On retrouve donc les informations qu'on avait déjà vues en statique. Voilà, donc là, par exemple, je vais rajouter un breakpoint pour aller voir ce qui se passe. Ah, on voit qu'il y a par exemple un LP name public. Ça, c'est intéressant. Par exemple, pourquoi ? Parce que les malwares, souvent, ils vont nous créer des fichiers dans le user public, qui n'a pas besoin, enfin qui est accessible donc facilement. Donc peut-être que ce qu'on pourrait faire, quand on lance ce debugger à ce moment-là, quand on est à ce moment-là, c'est d'ouvrir par exemple le fichier public et d'aller voir s'il y a un fichier qui s'est créé dedans. Ça, c'est possible. Donc on va continuer d'avancer pas à pas. Donc là on retrouve, on a quelque chose d'intéressant, on voit là par exemple Codata, une ressource Codata, un fichier Codata. Si vous vous souvenez, c'est quelque chose qu'on a découvert lors de notre surface analysis avec le logiciel PE Studio. Donc là aussi c'est intéressant, donc on a un fichier Codata, donc on pourrait très bien voir ce que c'est. Est-ce que c'est un fichier qui va se déchiffrer ? Est-ce que c'est un fichier qui est en clair ? Enfin qu'est-ce que c'est ? Donc on va continuer notre exploration avec toujours cette clé qui apparaît et qui revient sans arrêt. Donc on voit là avec le Codata, il est dans EBP. Donc on continue, donc on voit là le load ressources, donc notre fichier Codata, il s'est peut-être loadé, tout simplement. On continue tout doucement, donc avec des runs F9 ou des runs into, pour aller voir plus en détail dans une fonction. Donc là, la flèche qui descend, c'est le into, donc là on peut rentrer directement dans une fonction. Au lieu de continuer l'activité du malheur, on peut les voir directement, comme on a fait en fait tout à l'heure, tout simplement en analyse statique. On peut voir directement ce qu'il y a dans les registres, on peut les voir directement dans les dumps,
On peut même aller dans l'onglet Memory, et si on voit un fichier, aller le dumper directement, tout simplement. Ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant à faire. On trouve donc là directement le contenu de notre fichier HTML. Donc là, on est toujours sur la même piste, entre guillemets. On voit quelque chose d'intéressant. On va continuer, il faut être un petit peu patient sur l'analyse dynamique. Faire très attention à l'analyse dynamique, il faut bien prendre ses repères. Moi, je note beaucoup parce que parfois, quand je vais trop loin, je me perds un petit peu. Avec les self-defense malware, ça peut être compliqué. On peut vite être envoyé dans la mauvaise direction. Évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on voit toujours des informations intéressantes avec les find ressources. Donc, on continue, toujours ces informations qu'on suit, petit à petit. Donc, on va continuer d'avancer. Ah, on voit donc le codata, on voit MZ. Donc, le MZ, c'est avec le Magic 4D5A qu'on a déjà vu en analyse de surface. Donc, un fichier .exe, tout simplement. Donc, on a beaucoup d'informations là qu'on voit de manière très intéressante. Des informations qui méritent d'être creusées. Alors, on ne va pas toutes les creuser ensemble, on va en creuser une. Et ensuite, ce sera à vous d'aller voir, puisque comme je vous disais, il y a le challenge à résoudre. L'idée, c'est que vous puissiez pratiquer, pour que vous puissiez retenir, et puis peut-être, pourquoi pas, continuer en analyse de malware si ça vous plaît. Alors, on va suivre toujours ce codata, ce MZ, ces fichiers HTML qui apparaissent. On va continuer et on va voir si on peut avoir un petit peu plus de concret. Alors, on va refaire un step into. On va avancer, avancer, avancer. On continue. Donc là, on voit des choses intéressantes. Ah, on voit qu'il y a quelque chose apparemment à la racine sur le disque C. On va voir, est-ce qu'on peut avoir des informations directement dans le dump? Bon, on voit le SLE, on voit le chemin absolu qui est juste du C. Donc on va les voir. Est-ce qu'on peut pas les voir directement? Donc là, j'ai mon disque local C tout simplement. L'intérêt quand même du debugger, c'est de voir en direct. Ça nous simplifie quand même beaucoup le travail. Alors je vais continuer, regarder s'il se passe quelque chose dans le C. On voit qu'il y a plein de choses, on voit qu'il liste les lecteurs. On continue avec les breakpoints qu'on avait mis. Un petit F9, on continue. Est-ce qu'on voit des choses encore intéressantes? Ah, on a des fichiers HTML qui sont créés là. Vous voyez, on a un fichier HTML qui s'est créé. On peut aller voir donc directement ce que c'est. Alors l'ordinateur est un petit peu lent, je suis désolée. Et là, le fichier HTML. Désolé pour la lenteur. autobackfile.html, donc c'est bien le fichier qu'on cherchait. Et qu'est-ce que c'est? Une ransom note. Donc on a la ransom note avec des caractères qu'on a vu déchiffrés auparavant dans le debugger. Donc on a notre personal ID qui est intéressant. Enfin bref, on vient de découvrir ensemble en dynamique notre ransom note. Donc voilà, félicitations. Réaliser les 3 étapes principales de l'analyse de malware. Donc on a vu ensemble la surface analysis, la static analysis, et là on vient de faire un petit peu de debugger ensemble, donc de dynamic analysis. Je vous encourage donc à faire tout ça tout seul, de prendre vos repères et surtout de remplir votre rapport. Pourquoi pas de noter des annexes en fin de rapport avec vos screenshots pour montrer donc les étapes de votre analyse. Là, on arrive sur un côté un petit peu plus fun pour les développeurs, puisqu'on va parler donc d'Advanced Static Analysis avec Python. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que là, on a vu que on a trouvé la clé, on a trouvé donc l'algo de chiffrement RC4, et ensuite, on pouvait aller prendre les blocs, par exemple, et puis aller sur Cyberchef ou autre, et aller déchiffrer nos blocs de RC4, nos blocs avec RC4. Ce qu'on a fait nous, c'est qu'on est allé directement dans le debugger, puis qu'on a observé. Donc tout simplement, on est allé aux endroits clés, et puis on a cliqué sur Run petit à petit, et avec nos breakpoints, et puis on a vu ce qui s'est déchiffré. Avec l'analyse de statique, l'analyse statique avancée, notamment le déobfuscation avec Python, on va pouvoir faire tout ça sans lancer le debugger. Donc là, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas le temps de faire le code ensemble, mais dans l'exemple, c'est un code qui est plutôt simple, puisque là, on parle de RC4.
Donc ce que je vous invite à faire, c'est de réaliser le challenge d'analyse de malware donc, sur le site du blog de Santorus, santorus.ch/analysis-blog, et de faire votre propre script Python de déchiffrement RC4. Si vous voulez aller plus loin de ce côté-là, puisque c'est un sujet qui est passionnant, je vous invite à, comme moi, suivre la formation de Kaspersky Advanced Malware Analysis, où là, vous allez pouvoir apprendre à déchiffrer des strings, des fichiers avec des algos de chiffrement connus ou du homebrew, donc custom. Alors pourquoi l'analyse de malware? Pourquoi l'analyse de malware? Donc la première chose, c'est pour comprendre. Ça permet donc dans le cas d'un incident de comprendre ce qui est arrivé, de déterminer donc la nature et le but du malware, de comprendre comment le malware fonctionne, comment le système a été compromis et quel a été l'impact. Donc en fait, c'est très important, mais ça va aider, donc on a bien vu à comprendre, ça va aider aussi à répondre. Ça va aider à répondre, ça va permettre notamment aux équipes d'IR, d'incident response, ou aux équipes de detection, d'optimiser en fait leurs règles. Quand on comprend un malware avec une granularité qui est importante, on peut aller faire des règles de détection qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on trouve normalement. Pourquoi? Admettons qu'on trouve que dans un malware, dans une famille de malware, on trouve toujours les mêmes caractères au même endroit. Eh bien, on va pouvoir faire une règle avec cette granularité-là, qui va pouvoir arrêter donc ce malware, mais aussi les futurs variants, s'ils utilisent un dérivé de ce code, ce qui est quand même souvent le cas. Ça permet aussi de donner nos findings à l'équipe de CTI, Threat Intelligence, pour qu'ils puissent donc optimiser leurs ressources. Donc on va faire un petit point sur les formations, puisque c'est une question, comme je vous disais, qu'on me pose souvent lors de webinaires ou tout simplement sur LinkedIn. J'ai beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me demander comment faire pour faire de l'analyse de malware, comment apprendre. Donc déjà, il ne faut pas hésiter avec les bouquins. Moi, j'ai pas mal de bouquins qui me servent encore aujourd'hui. Et puis, en termes de formation, donc j'ai commencé par les formations Kaspersky. J'ai fait la GREM entre-temps, et je suis toujours sur les formations Kaspersky. Et Kaspersky, donc, pour cet événement, nous offre un code avec 25% de discount. Les formations Kaspersky sont pas si chères, donc c'est vraiment très intéressant. Et donc là, je vous présente les formations que j'ai faites. Donc j'ai fait la formation Yara, la formation Targeted Malware Reverse Engineering. Et donc là, en ce moment, je suis en train de terminer la formation Advanced Malware Analysis qui permet donc d'automatiser avec Python, comme on l'a vu précédemment. Donc la première formation, c'est Learn Tapeter with Yara like a Grid Ninja. C'est une formation qui est donnée par Costin directement, donc le directeur de la Grid Team de Kaspersky, qui est quand même une des meilleures équipes de recherche du monde, avec Mandiant par exemple. Donc sur cette formation, donc vous avez 100 heures de lab pour apprendre à faire des règles avec Yara. Donc le type de règles dont on parlait précédemment, avec une granularité hyper fine qui peut permettre donc d'arrêter le malware et ses futurs variants. La formation Targeted Malware Reverse Engineering, elle est hyper intéressante. Donc là encore, c'est de l'Hanson. Donc c'est du lab. Donc pareil, 100 heures de lab valable 6 mois. Où on va analyser en fait des APT, donc des gros APT type Lazarus, Turla ou ce genre de choses. C'est une formation qui est hyper intéressante. Donc on va analyser du shellcode, on va analyser du rootkit. C'est vraiment, j'ai vraiment adoré cette formation. Et là encore, on a le code DEFCON 23 valide jusqu'au 1er janvier pour tout simplement avoir ces 25% de discount. Donc la formation Advanced Malware Analysis Technique, c'est celle que je suis en train de suivre actuellement. Donc c'est la formation qui permet d'apprendre à déobfusquer du malware avec Python. Ça permet plusieurs choses. Déjà d'automatiser pour aller plus vite. Ça permet aussi de rester en analyse statique et de ne pas se faire balader avec le debugger qui nous envoie parfois sur les roses dans des mauvaises directions. Ça permet également de préserver l'intégrité de son code. Et ça, c'est pas rien. Et pour terminer, donc cette dernière formation Advanced Malware Reverse Engineering with Guidera, elle est intéressante pour ceux qui préfèrent Guidera ou qui ne veulent pas, pour une raison ou une autre, utiliser IDAPRO. Cette formation, moi, je l'ai pas réalisée puisque je préfère IDAPRO. J'ai suivi toutes mes formations sur IDAPRO, excepté la GREM, qui est avec Guidera. Mais pour ceux qui veulent utiliser Guidera, donc il y a également une formation d'Advanced Malware Reverse Engineering pour eux, chez Kaspersky X-Training. On arrive donc à la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre par exemple sur LinkedIn. Je vous répondrai avec plaisir. Pour ceux qui veulent faire le challenge, n'hésitez pas à aller le télécharger donc sur le site de Santorus, donc https://santorus.ch/threat-analysis-blog. Donc c'est tout simplement un malware analysé, donc celui qu'on a vu ensemble, mais on va aller
plus loin, je vais vous donner donc des consignes pour apprendre à analyser un malware pas à pas. Et pour ceux qui ont des questions ou qui veulent jouer le jeu jusqu'au bout, vous pourrez m'envoyer votre rapport d'analyse de malware sur mon LinkedIn. Natacha Bakir, tout simplement. Vous me cherchez, vous me trouverez. Merci à tous pour le temps qu'on vient de passer ensemble. Merci donc au magazine Programmé qui a organisé cette DEFCON 100% cyber. Merci également à leurs partenaires. Merci à vous d'avoir assisté et à bientôt.